Salut, je m'appelle Jean-François Cojol, je suis directeur de l'Open 13. Même si je n'aime pas ce titre, je dirais que je suis celui qui vit avec passion en fait son Open 13. Ancien joueur de tennis professionnel, je n'ai jamais pu intégrer le top 50, j'étais 51e à ma grande déception. De mon époque, le joueur le plus fou c'était Nastase, sans aucun problème. Nastase. Alors il y en avait pas mal, il y avait Jaime Filiol. Je crois que celle qui avait le plus de charme c'était Chris Evert. Je n'ai pas connu véritablement de fêtard, de joueur. Pourtant, tu étais à une époque où c'était beaucoup plus détendu, non? Ouais, c'était plus détendu, mais malgré tout, il y avait des soirées qui étaient organisées, il y avait des dîners officiels, il y avait des dîners mondains qui étaient organisés, en smoking, etc. Mais faire la fête véritablement, comme c'était pas moi ce que je recherchais, donc j'ai pas rencontré de joueurs qui faisaient vraiment la fête. Tu faisais pas trop la bringue, toi? Non, pas du tout. Ah J'ai ouais. jamais bu, rien du tout. C'était Jean-Louis Hayet, c'était un Français qui était mon pote, c'est un peu comme mon frère. Mais après, en français, oui, Georges Goven, Patrick Croisier étaient mes super potes. Et là, Georges est là, j'ai beaucoup de plaisir à le voir. Après, j'étais bien pote avec Higueras. Tu sais que je suis branché philo, tous les scientifiques, l'astrophysique m'intéresse beaucoup, donc ça me plairait. Tu me dirais avec tout type d'artistes ou souvent avec des gens qui ne sont pas connus et qui m'apportent beaucoup. Dans les stars, il y avait... Pascal Obispo? Non, le chanteur de Roxy Music, je connais que lui, j'ai un trou. Mais au-delà de ça, tu me mets en face de Travis Rice, le mec qui fait du snowboard, ou tu me mets avec Candide, le gars qui descend à ski, qui est un fou furieux. Ouais, mais beaucoup de stars. David Bowie, voilà, j'aurais adoré me retrouver en face de David Bowie. La plus connue dans mon téléphone, Roger Federer. Pas mal. Voilà. Yannick Noah. Oui, j'ai Yannick, j'ai Federer, j'ai des joueurs de tennis. Après, au-delà de ça, oui, j'ai Djokovic, oui, j'ai des personnes connues mais qui sont de mon milieu. Finale rêvée, tiens, la finale de cœur, Dimitrov, Humbert, ça serait une belle finale. Voilà, je parle sur le papier, j'apprécie beaucoup Dimitrov, son jeu, le personnage. Hugo c'est un Français, puis il est d'une simplicité étonnante, donc c'est très agréable. Après c'est difficile parce qu'il y a des gars qui sont tellement sympathiques, Aliassime est très agréable, Kachanov est un amour. Donc voilà, entre le cœur et la raison c'est toujours un peu compliqué. Quand j'étais sur le circuit, j'ai eu des galères mais qui n'étaient pas... je suis arrivé en Australie, j'avais 19 ans, j'arrive en Australie, on dort dans un YMCA avec mon ami Jean-Louis Hayet. C'est quoi ça? C'est une auberge de jeunesse, non? Ouais, une auberge de jeunesse. Et oui, à l'époque, on voyageait, c'était un peu plus route. Il y a un mec qui était en train de mourir d'une overdose juste à côté de nous. Donc la nuit, on est allé, on a dormi dehors. Le lendemain, on s'est retrouvés auprès de l'organisation pour dire voilà, on a un problème, on ne peut pas dormir là. On nous a mis dans une famille, parce qu'on dormait régulièrement aussi dans des familles. On a tiré au sort, il n'y avait qu'une chambre, il y avait le garage. Et avec Jean-Louis Hayet, on a dormi dans le garage sur des lits de camp. Et il y avait une voiture qui partait tous les matins à 7h, plein pot, les échappements dans la gueule. Et l'après-midi, il fallait aller jouer, il fallait gagner des matchs, il fallait gagner pour avoir un peu d'argent et se payer à bouffer. Il aurait mieux valu avoir une Lexus électrique dans le garage à cette époque-là. C'est sûr que les conditions aujourd'hui sont tout à fait excellentes pour les joueurs, mais ils méritent parce que c'est beaucoup plus dur qu'à mon époque. Nous, on était des aventuriers, un peu des saltimbanques, etc. Donc c'était beaucoup plus cool. Même si on avait ces aménagements qui étaient toujours à la bonne franquette parce que c'était des familles qui nous accueillaient, il y avait beaucoup de bénévolat, c'était top. Aujourd'hui on est dans un monde qui est beaucoup plus professionnel, mais quand je vois la dureté de la vie d'un joueur de tennis, je me dis qu'il mérite d'avoir toutes ces attentions. La spécificité est un peu difficile, quand on regarde aujourd'hui, je me souviens d'un élu qui avait dit c'est grâce à Notre-Dame de la Garde. Non, il y a des conditions d'accueil, j'ai été donc joueur professionnel, je sais un tout petit peu ce qu'attendent les joueurs. On a un hôtel merveilleux qui est sur le port, donc pour les joueurs d'être ici plutôt qu'à Rotterdam, je dois le dire, le ciel est plus bleu et on a les bateaux lorsqu'on se réveille et qu'on vient au petit déjeuner, et puis derrière on délivre quelque chose de qualité avec un public qui est toujours très enthousiaste, qui adore le tennis. Il faut savoir qu'à Marseille, il y a autant de licenciés en tennis qu'en football.
Donc on pense toujours à Marseille, ville de foot. Oui, ville de foot, mais ville de sport et ville de tennis. Sur le département, on doit être à 35 000 licenciés. Waouh! Une anecdote à raconter sur l'Open 13, il y en a 1000. Qu'est-ce qui s'est passé que quand Becker jouait, je préférais aller me promener au bord de la plage parce que j'avais trop peur qu'il perde. Il y a Nadal qui joue contre Rocus au premier tour. Il y avait 2 frères. Je sors du tirage au sort et je dis bon bah ça va, Nadal il a un match super facile. Et j'étais assis à côté du frère d'Olivier Rocus. Il faut savoir qu'Olivier a eu balle de match contre Nadal ce tour-là. Voilà, après des anecdotes, si tu me laisses une demi-heure, je pourrais te raconter sans cesse. Il y a 2 ans, on s'est fait un hors-série une semaine avant le tournoi et tu étais en train de bronzer dans une calanque. Et je t'ai dit, Jean-François, ça va, t'es pas trop sous l'eau, t'es pas trop dans le jus? Tu me dis, bah non, pas du tout. Comment tu fais pour être un directeur de tournoi aussi cool? C'est peut-être ma philosophie de vie qui fait comme ça, mais à l'intérieur, ça boue beaucoup. Les semaines, justement, si tu m'as eu 48 heures avant le début du tournoi, c'est vrai que c'est bien de décompresser. J'aime aller jouer à la belote avec mes potes ou alors, en effet, aller au bord de l'eau pour penser à autre chose. La semaine qui précède, on n'attend qu'une chose, c'est que le téléphone ne sonne pas et que l'ATP ne vienne pas nous dire il manque tel joueur s'est retiré ou tel joueur est blessé ou tel joueur est malade. Voilà. Cette année, c'est le cas, par exemple. Yannick Sinner, qui s'est imposé à l'Open Australie, devait venir ici. Comment vous gérez son absence? Il y a une frustration pour le public, pas pour moi. Oui, je suis frustré, je suis déçu, etc. Mais il y a une frustration pour les gens qui viennent, justement, qui achètent leur place 3 mois, 4 mois avant, se disant il y a un tableau de qualité. Le tableau est toujours de qualité. Mais en plus, il y a Sinner. Donc c'est une attraction et c'est vrai que suite à sa demi-finale, déjà contre Djoko, il y avait nombre d'Italiens qui nous avaient acheté des places pour venir le voir et après la finale aussi. Donc oui, il y a cette frustration pour le public parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et en effet, bon, Yannick, moi, m'a appelé le soir même après la finale avec son agent. Dire bon voilà qu'il était désolé, mais même il m'a dit j'aime bien être désolé comme ça. Voilà, je viens de gagner un grand chelem et on a vu, il a eu des obligations avec le président italien, le Premier ministre, avec les médias, etc. Et si on regarde, ce type de joueur arrive 3 jours après l'Australie, 10 heures de décalage horaire. Aujourd'hui, c'est un top 10, top 5 même? Non, il est combien? Il est numéro 4 mondial. Numéro 4 mondial. Et surtout, il est très très proche du 3, du 2 et du 1, alors qu'il y avait un gap qui était entre ces joueurs-là. Et je pense que, bon, pour prendre le cas de Yannick, on est en contrat encore pour les années à venir, donc il sera là l'année prochaine. Ces joueurs font partie des plus chers à avoir sur un 250. Est-ce que tout ça, c'était négocié en amont, j'imagine, mais est-ce que ça dégage du coup un gros budget pour, j'en sais rien, improviser sur d'autres activations peut-être ou animations? Il y a une chose, ça dégage du budget pour le préserver ou pour le réserver pour l'année prochaine. Yannick a eu une wildcard déjà à 17 ans ici et à Lyon aussi, qui étaient 2 tournois que je gérais. Donc on a misé sur lui avec son agent, mais avec son pool d'entraîneurs. À l'époque c'était Piatti, Ljubicic, maintenant c'est Darren Cahill. Donc voilà, c'est plutôt un investissement sur du très long terme. Et je l'ai fait avec plusieurs autres joueurs, Tsitsipas, Samchik, etc. Donc Shapovalov, Aliassine. Et puis on s'aperçoit que ces jours-là, ils renvoient l'ascenseur quand ils arrivent à un niveau de top 10 ou même plus. Federer, la première wildcard, il m'a dit je reviendrai tant que je gagne pas le tournoi. Il est revenu 5 ans, il a gagné le tournoi. Voilà, donc il y a aussi cette fidélité, cette reconnaissance, ce retour. Et puis pour moi, c'est ouais, je mise sur des jeunes parce que je trouve que je ne suis pas un Master 1000. Je ne peux pas avoir les 10 top 10. Donc je vais jouer sur des joueurs qui vont le devenir. Et je mise sur des jeunes et on vient de découvrir des jeunes. Bonne édition, merci et à l'année prochaine. À l'année prochaine, ciao.